Des chocolats belges et des peluches allemandes, en Ukraine, en pleine guerre. Il fait charger des camions et les amène à Kiev, avec des tonnes d'aide humanitaire destinées aux militaires et aux civils ukrainiens. Il me propose lui-même le sujet de notre conversation aujourd'hui. Quelques sourires pour les Ukrainiens. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Philippe Stroubrandt, président de la fondation d'utilité publique qui s'appelle Salus Sanguinis. La fondation existe au sein de l'Université catholique du Levant depuis 1975. Malgré son âge respectable de 75 ans, Philippe fait de nombreux voyages en Ukraine depuis le début de la grande invasion russe. Il vient de rentrer de son voyage à Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Nous nous retrouvons au centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Bonjour Philippe, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Nous nous retrouvons au centre de Kiev, la capitale ukrainienne. Vous venez de rentrer de Kharkiv, ville au nord-est de l'Ukraine, une ville qui est très près de la frontière russe. Vous venez de votre mission qui consistait aujourd'hui, hier, d'apporter des peluches, des jouets aux enfants ukrainiens. Est-ce que vous pouvez raconter davantage sur cette mission-là et sur qui vous êtes ? Oui, merci beaucoup Tetiana, je suis très heureux de pouvoir participer à votre émission. Alors oui, en effet, parce que je me suis intéressé à l'Ukraine, c'est vrai que pour moi c'était un pays un peu lointain, c'est un pays que je connaissais mal, dont je connaissais un peu la géographie, mais un peu mal son histoire. Et ce pays, à un moment donné, à travers la guerre qui a éclaté, surtout en février 2022, brusquement, je me suis posé des questions par rapport à ce qui arrivait là, en considérant d'un côté, d'après ce que je pouvais lire d'historiens, de journalistes, que c'était vraiment un abus des autorités russes et que c'était une injustice intolérable des autorités russes, d'un côté. Et donc, je me suis dit, même avec une question qui me taraudait, est-ce que ceci peut vraiment influencer l'Europe, va peut-être faire basculer l'Europe, peut-être va avoir des influences sur le monde. Donc, c'était beaucoup de questions qui m'ont amené à réfléchir à la situation. Et au-delà de la réflexion, j'arrivais à la conclusion certainement que cette injustice était intolérable, surtout que j'avais été très très sensibilisé quelques mois plus tard par tout ce qu'on a raconté au niveau des enfants qui ont été kidnappés. C'est 20 000 enfants, c'est le chiffre que moi j'ai reçu de Madame Iram Simchouk, qui est la haute commissaire aux droits de l'enfant et avec qui je suis fort en contact. Et j'étais très touché par ce problème des enfants parce que je trouve que c'est intolérable de les saisir, de les emmener très loin, de les changer leur culture complètement, les priver de leur famille, de les priver de leur pays. Et que dès lors, pour moi, très clairement, là, je me suis dit, il faut bouger, Philippe, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés parce que ces enfants ont le droit, qu'on ne les oublie pas en tout cas et qu'on soit actif pour le faire. Quelle façon, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je suis en contact avec Mme Iram Simchouk et dans un projet que je suis en train peut-être d'essayer de monter. J'espère qu'il pourra aboutir. C'est un problème difficile, mais voilà, il faut en parler de ces enfants. Mais avant cela, j'ai voulu faire d'autres projets parce que le fait d'être confronté à l'Ukraine et au drame de ce que se vit en Ukraine, j'ai voulu intervenir et dès lors, la première intervention, c'était l'intervention peut-être pas la plus facile, je dirais, mais la plus naturelle, c'est d'accueillir des familles ukrainiennes dans mon pays, en Belgique.
Et nous avons donc reçu... et je suis parti de l'idée que, au fond, beaucoup de gens accueillaient les Ukrainiens chez eux. Il y avait un énorme problème de dialogue, de communication, parce que malheureusement en Belgique, on ne connaît pas du tout la langue ukrainienne, et vice-versa, même avec le français, en tout cas le français et l'anglais, c'était compliqué. Et je me suis dit, au fond, je crois qu'il faut prendre le problème autrement et le résoudre autrement. Et dans mon idée, c'était de louer une maison personnellement, d'être locataire d'une maison. Et je l'ai fait avec la Fondation Roi Baudouin, qui est une institution importante en Belgique. Et nous avons loué une maison pour permettre à 2 familles de se retrouver dans la maison avec leurs enfants, donc à 2 mamans de se retrouver avec leurs enfants dans cette maison. Ce qui permettait, en tout cas dans mon esprit, en tout cas, de leur permettre de mieux dialoguer entre elles, et surtout s'il devait y avoir un coup dur, parce que voilà, elles ont encore de la famille en Ukraine, et s'il devait y avoir un coup dur, au moins elles sont entre elles pour pouvoir s'appuyer. Je trouvais que c'était une formule plus intéressante que de les accueillir chez soi, en disant, et c'est une formule surtout plus long terme. D'ailleurs, elles sont restées, elles sont encore aujourd'hui chez nous. Voilà, je pense qu'en tout cas, une famille reviendra, je crois, en Ukraine. La seconde, on verra bien, on essaiera de voir. Et vous n'avez pas tardé de vous rendre vous-même personnellement et physiquement ici en Ukraine. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici en Ukraine pour la première fois dans votre vie? Oui, alors, je dirais que, vous savez, pour moi en tout cas, c'est ma culture, c'est ma philosophie. Quand on fait un projet, on met les mains dans le cambouis, on dit ça en Belgique en tout cas, on travaille et on y va, on y va parce que être observateur, je dirais que c'est déjà peut-être une chose, être observateur et soutenant une cause, mais financièrement une cause, mais je dirais que pouvoir le faire soi-même et pouvoir amener et aller jusqu'en Ukraine, c'est mieux connaître le projet, c'est rencontrer les gens, ça donne un côté très humain, je dirais, et personnellement, ça m'aide aussi parce que ça me motive davantage pour soutenir l'Ukraine. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le faire, et puis, au contact de ces familles, je me suis rendu compte qu'il y avait des grands besoins. J'ai eu une énorme chance, mais la vie, parfois, elle offre des chances, il faut pouvoir les saisir. C'est de rencontrer une personne que j'ai trouvée magnifique et qui m'a énormément aidé. C'est une personne qui s'appelle Maria Martiniuk, je crois, Tatiana, que vous connaissez. Et elle m'a travaille à l'ambassade aidé. de Belgique ici à Kiev, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Elle est interprète, et donc elle s'est proposée tout de suite, quand les 2 familles sont arrivées, de pouvoir intervenir et de m'aider pour les contacts et faciliter cette communication et ce dialogue avec les familles ukrainiennes. Je l'ai accepté, et donc j'ai bien vu que son soutien allait au-delà de cela. Et c'est une personne extrêmement engagée pour son pays, en tout cas, et c'est aussi quelque chose qui me touche très très fort en Ukraine, parce que j'ai pu rencontrer des gens, je trouve, qui ont une énorme qualité, ils s'engagent énormément pour leur pays, ça a une valeur extraordinaire, peut-être qu'on a un peu perdu dans mon pays, en tout cas en Belgique, où je ne le perçois pas aussi fort. Je crois que la guerre peut-être a accentué les éléments, mais voilà, j'admire beaucoup en tout cas cet élément-là, et en tout cas chez Maria Martiniuk qui m'a aidé, et je dirais que c'est le début d'une histoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait s'épauler l'un l'autre, qu'on était très complémentaires, et voilà, et qu'elle pouvait fort m'aider parce qu'elle avait les contacts en Ukraine, et ainsi j'ai pu développer, donc pour répondre à votre question, un deuxième projet, c'est amener des choses en Ukraine. Elle avait à la fois des contacts avec des militaires, et donc dans mon esprit, je souhaitais, en amenant à travers des petits convois ou des camions de 20 mètres cubes, d'amener, je dirais, des choses moitié dans mon esprit pour la société civile et moitié pour les militaires. Je trouvais que j'aimais bien équilibrer les choses, parce que je pense que les uns et les autres ont besoin de soutien. Et donc Maria avait ces contacts magnifiques en Ukraine, et chaque fois elle me permettait de rencontrer des gens de grande qualité. Et c'est comme ça qu'on construit un grand projet, et donc nous étions à l'écoute de leurs besoins, et donc chaque fois les personnes interpellées en Ukraine nous faisaient la liste des besoins.
par exemple pour l'armée, qui ont été très différents. Certains médicaments, on a pu aider certains médicaments, on a pu aider dans des sacs de couchage, demander des sacs de couchage qui permettaient d'affronter du grand froid, de -10, -15 degrés. Donc on a pu trouver des sacs de couchage qui affrontaient ça. Des souliers un peu particuliers, qui étaient confortables, alors qu'ils sont quand même énormément dans leurs souliers, dans la chaussure plutôt de montagne. Et donc là, on a pu aider en fonction des besoins, même aller jusqu'à des garrots à cliquet, comme ils m'ont demandé à un moment donné. Un médecin d'un bataillon m'avait demandé d'urgence. Et au fond, l'avantage, c'est qu'au moment où on les interpelle, on peut intervenir assez rapidement. On a toute une équipe, et je dirais, qui s'est solidarisée en Belgique autour de moi. Et donc, ils sont rapides aussi, et ils travaillent pour trouver les besoins. Et quelques jours après, grâce à Maria Martigno, qui fait aussi tous les documents de douane et tout, pour pouvoir nous permettre d'arriver, au fond, 15 jours, 3 semaines après, on est là. Et donc le besoin, le fait d'être rapide par rapport aux besoins, c'est très très utile. Et donc c'est pour ça que, malgré le fait que bon, c'est pas des quantités énormes, je peux pas amener 10 camions en une fois et tout, parce que tout ça c'est du matériel acheté neuf, et donc ça limite un tout petit peu. Mais on voit qu'on peut amener et faire quand même énormément, et apporter, surtout pour moi, ce que j'aimerais beaucoup utiliser comme expression, c'est apporter quelques sourires de la vie. Oui. Et je trouve que... Est-ce que vous vous rappelez de votre première impression de l'Ukraine? C'est-à-dire que vous êtes entré, on peut imaginer, avec un camion, n'est-ce pas, pour la première fois. Est-ce que vous pouvez décrire en fait comment c'était pour vous, un pays que vous ne connaissez pas? La première fois que je suis venu, d'abord, c'était une belle histoire aussi. C'était, il y a, à mon avis, c'était en novembre 2022. Et c'était la première fois que je venais. Je me suis souvenu que j'avais un ami, enfin que j'avais encore un contact, je le voyais une fois par an, un ami qui a fait son service militaire. Moi, j'ai fait mon service militaire en Belgique, dans les blindés, et j'avais cet ami. On se voyait de temps en temps, rarement, mais on se voyait. Et je l'ai appelé en lui disant, mais il s'appelle Olivier, et Olivier, aimerais-tu venir avec moi? Je souhaiterais aller en Ukraine. En Ukraine, m'a-t-il dit. Parce que pour des Belges, l'Ukraine, c'est très loin, et puis c'est un pays en guerre, c'est étonnant. Il y a eu un grand blanc au téléphone, il ne m'a pas répondu. Et puis, après 4-5 secondes, il m'a dit « Quand part-on » Alors ça, j'ai trouvé ça... Voilà, j'ai été très touché par sa réaction, et on a pu construire... C'était le premier avec qui j'ai vraiment pu construire quelque chose aussi. Et on est venu ici... alors, on est venu, c'était pas... C'était encore, il y a une complication, c'est qu'il fallait passer la frontière et amener notre camion, je dirais qu'il devait passer la frontière. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui, donc on doit avoir des camionnettes ou des camions ukrainiens qui viennent chercher à la frontière, que j'accompagne alors jusqu'au lieu de destination. Mais à ce moment-là, nous avons passé avec notre camionnette, notre petit camion, je dirais, la frontière. C'était un lieu, c'était à 15 km de la frontière, il n'y avait rien du tout, on nous avait donné une coordonnée. Et on nous avait dit, c'est là le point de rendez-vous. Alors, j'avais mis ça dans mon GPS, et puis c'est au milieu de nulle part, il n'y avait rien du tout, c'était un champ, il n'y avait rien. Et puis, en effet, il y a un petit camion ukrainien qui est arrivé. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la première impression que j'ai eue de l'Ukraine, c'était, il y avait 2 villages pas très loin, on a passé quand même près de 2 villages, tout petits villages, avec peut-être 10-15 habitations, et de très grandes églises. Très colorées et de très grandes églises. Je dis, c'est étonnant de voir la taille de ces églises par rapport au village. Elles étaient beaucoup, beaucoup plus grandes que le village, et très colorées aussi. Et donc, ce côté aussi de présence, et il y avait une petite chapelle avec la Vierge, etc., m'avait beaucoup touché aussi, parce que je trouvais que cette présence-là était une surprise pour moi. Donc là, voilà, ainsi était votre premier voyage. Donc vous avez évoqué que vous livrez tout aussi bien aux militaires qu'aux civils, mais au cœur de cela, il y a ce sourire d'enfant, parce que nous avons commencé notre conversation. Aujourd'hui, vous m'avez beaucoup parlé de peluches, des jouets pour enfants. Expliquez-nous davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, cette action avec des peluches pour les enfants ukrainiens? Oui, alors ça, c'est basé un peu sur mon histoire. Sur l'histoire, d'abord, j'avais une très belle peluche quand j'étais enfant. D'un côté, c'était une peluche allemande d'une marque bien connue pour les Européens, Marc Steiff, qui travaille depuis très très longtemps et qui fait des peluches d'une énorme qualité. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je me disais,
surtout, et j'ai eu une autre mission avant de m'occuper des Ukrainiens. J'ai travaillé pas mal pour un projet en milieu hospitalier à Bruxelles pour des enfants qui sont confrontés à un problème de cancer, et très souvent pour les enfants c'est une leucémie, un cancer du sang. Et donc j'étais jusqu'à présent d'ailleurs, et avec eux, comme je suis un amoureux de la montagne, et j'ai fait énormément d'escalade et de randonnée, même un peu de phoque aussi avec des guides en Suisse. J'étais amoureux, je voulais leur montrer ce que la montagne pouvait apporter. Au contact de ces enfants ou de ces jeunes, je me suis aperçu que pour certains, la maladie était une épreuve terrible qui les amenait dans un isolement par rapport aux autres humains, je dirais même leurs parents, et que ces enfants s'enfermaient dans un grand silence. À ce moment-là, avec des psychologues dans le milieu hospitalier, on a trouvé que ce qu'il fallait faire, c'est leur apporter, ou bien, si la famille c'était possible, un animal, ce qu'on appelle de compagnie chez nous, un chien ou un chat, ou bien, si ce n'était pas possible, et je me suis aperçu de l'efficacité, une peluche. Mais une peluche qui ressemble très fort à l'animal lui-même. Et je me suis rendu compte combien la peluche était quelque chose de très très fort pour l'enfant, créait vraiment un lien. Et on a vu certains enfants commencer à reparler, non pas à ses parents ou à ses frères et sœurs, mais commencer à parler à la peluche. Parce que la peluche était devenue ou un confident très 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 proche, ou carrément même une prolongation d'eux-mêmes. Et c'était vraiment extraordinaire de voir ce lien qu'il pouvait y avoir avec une peluche, et ça redonnait à l'enfant la possibilité de se réouvrir malgré la souffrance de la maladie qui pouvait être pour lui extrêmement forte, et l'angoisse du futur. Et fort de cela, je me suis dit, au fond, en Ukraine, alors que beaucoup d'enfants souffrent aussi, sont amenés, Maria Martiniuk me le disait, dans des abris, des shelters, où parfois ils entendent des sons épouvantables, des explosions, sachant même pas si ce sont des explosions amies ou ennemies, et ne voulant même plus descendre, certains enfants ne voulant même plus descendre dans ces abris. Je me suis dit, peut-être que là, on peut les aider à travers ces peluches. Et c'est comme ça qu'on a amené en très très grand nombre ces peluches. Voilà. Alors la toute première fois, pour finir, c'est pas arrivé par hasard, enfin dans un abri, mais c'est arrivé à des enfants qui étaient à l'hôpital Okhmadit. Oui, c'est l'hôpital central ici à Kiev, je dis ça pour nos écouteurs, un hôpital destiné aux enfants avec des maladies rares, et notamment des maladies graves telles cancer, par exemple, l'hôpital qui était touché malheureusement par missiles russes en juillet 2024. Exactement. Et puis on a vu également là des enfants. On avait pu sélectionner une petite vingtaine de peluches vraiment de très grande taille et tout. Et on avait les médecins là-bas sur place, et les infirmières avaient sélectionné un nombre d'enfants plus ou moins correspondant, peut-être par l'effet du hasard, mais qui avaient dû subir une opération extrêmement lourde, où malheureusement ils avaient perdu un bras ou une jambe à cause d'une explosion. Et dès lors, j'ai pu les rencontrer, ces enfants, et on les avait réunis et leur donner une peluche à chacun. Et là, je dois dire que j'étais vraiment, et surtout très touché par une jeune fille qui devait avoir, ou peut-être encore enfant, peut-être elle avait 13, 14 ans. Et quand je lui ai donné un grand kangourou avec la poche et le petit dans la poche de la maman kangourou, je dois dire qu'elle a été émerveillée, cette jeune fille, et elle m'a saisi ma main, me la serrant très très fort, et puis après ça, elle m'a regardé, mais avec des yeux qui resteront toujours pour moi un souvenir incroyable. Vraiment, il y avait le soleil qui sortait de ses yeux. Je me suis dit, mais pour une petite fille comme ça, qui perd un bras, c'est combien dur à devoir vivre et tout, être capable d'avoir ce sourire, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, et malheureusement, les enfants sont souvent touchés par les explosions. On est à Kiev, et même à Kiev, il y a des débris de drones et des missiles qui peuvent tomber, et malheureusement, ce type de traumatisme est devenu peut-être le plus courant ici en Ukraine, parmi les adultes, chez les adultes, mais malheureusement tout aussi bien chez les enfants. Vous vous êtes rendu pour la première fois à Kharkiv hier, donc récemment, donc hier, vous êtes rentré ce matin. Oui.
Quelles étaient vos impressions de la ville de Kharkiv qu'on connaît, nous les Ukrainiens, comme une des forteresses ukrainiennes? C'est une ville très exposée aux frappes russes qui sont vraiment permanentes, avec des drones, avec des missiles, et tout aussi bien avec les bombes d'aviation qu'on appelle les CAB. Ce sont des énormes bombes de 105 kg d'explosifs qui font énormément de dégâts. Et vous arrivez dans cette ville, quelles étaient vos observations, vos impressions? Alors j'étais très surpris par Kharkiv, qui est très très différent de Kiev, évidemment. Il y a évidemment la proximité du front qui est présente là, et donc on voit beaucoup de camions militaires, il y a cette présence militaire qui est évidente. Mais il y a une autre facette de la ville aussi. Il y a plusieurs facettes dans cette ville, je dirais. Et l'autre facette de la ville, c'est une ville qui essaye quand même de vivre normalement. Parce que je pensais que la vie allait un peu s'arrêter tout à fait quand il y avait des situations un peu plus tendues. Non, la vie continue. Et les gens ont décidé de continuer leur vie parce que c'est plus important pour eux. Et ça, c'est très, très impressionnant pour nous qui venons comme ça d'un pays qui est gâté, qui est en paix et tout, de voir cette force de vie chez les citoyens de Kharkiv, si touchés par la proximité du conflit, de continuer à vouloir vivre normalement, c'est très très impressionnant. Et puis nous avons été également dans le quartier nord de Kharkiv, Saltivka. Oui. Voilà. Et là aussi, ça a été pour moi un choc de rencontrer là, et je dirais tout l'intérêt d'aller sur place, parce qu'au fond, on avait rendez-vous avec une centaine de personnes qui sont dans une situation très précaire, qui sont âgées d'abord, on ne voyait pas d'enfants, c'était beaucoup de personnes surtout dans les 70 ans et au-delà, et des personnes, c'était incroyable, alors que quand on regarde tout autour de soi, là, à chaque déplacement des yeux, on voit des destructions. Et les destructions se suivent comme ça partout sur ces grands immeubles, elles sont partout présentes. Et puis, ces gens sont venus à notre rencontre, on amenait des colis alimentaires et sont venus à notre rencontre, donc on leur a distribué, il y avait une centaine de colis alimentaires importants pour eux. On a parlé, et puis ces gens nous ont expliqué où ils vivaient. Et au fond, il y a un trou béant dans la façade de l'immeuble, et leur appartement, c'est 30 mètres plus loin ou 20 mètres plus loin, dans le même immeuble, ils ont leur appartement, donc avec cette présence si proche des endroits qui sont détruits, pour moi qui constituent vraiment l'enfer, eh bien ces gens acceptent de vivre, et surtout aussi, ce qui m'a beaucoup beaucoup touché, c'est la dignité de ces gens. Parce qu'ils sont tous venus vraiment soignés alors qu'ils viennent d'un endroit épouvantable. Ils étaient tous soignés, ils venaient chercher leur colis, on a pu échanger et tout. Il y a même des sourires et je trouvais ça absolument extraordinaire. Mais on avait fait une petite surprise peut-être qui les a un peu touchés. Je crois que la Belgique est connue comme un peu la Suisse pour ses chocolats, et donc on avait amené une très grande quantité de chocolat. Je crois qu'on avait amené dans nos camions plus de 350 kilos de chocolat, et donc pas uniquement pour eux, pour les enfants aussi bien sûr, et pour l'armée une partie. Je crois que l'armée a eu 120 kilos de chocolat ou chose comme ça pour des militaires, et au fond on leur a apporté le chocolat. C'était un peu le sourire, et je trouve que c'est tellement important d'amener dans l'aide qu'on peut apporter un petit sourire de la vie, ce que j'appelle un sourire de la vie. Et donc le chocolat pour moi était un peu, parce que le côté alimentaire c'était très bien, mais c'était leurs besoins, c'était le paquet de riz, c'était le paquet de pâtes, mais il manquait quelque chose et on s'est dit voilà, il manque le chocolat, on va l'ajouter. Oui, un plaisir pendant la guerre, voilà, même dans les épreuves les plus dures, on peut imaginer le plaisir d'un enfant ou bien d'une femme retraitée qui n'a pas peut-être les moyens de s'acheter un chocolat, ou bien un militaire qui a besoin de beaucoup d'énergie, donc le chocolat ça fait toujours sourire. Voilà. Donc c'est une monnaie d'échange, on peut dire, au front tout aussi bien qu'à l'arrière. Quand vous parlez de ce que vous faites, Philippe, dans votre entourage, en Belgique, à Bruxelles, quelle réaction avez-vous par rapport à votre initiative que de venir aussi souvent en Ukraine? Parce que vous avez dit, vous êtes venu déjà 7 ou 8 fois, c'est ça, oui, en Ukraine depuis la grande invasion? En 2 ans de temps, oui, absolument, en 2 ans et demi.
Oui, oui, parce que voilà, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne peut pas s'arrêter, je pense, ça c'est une chose. Mais d'un autre côté, je crois que ce qui est bien, c'est que je peux raconter ce que je vis ou ce que je vois, en tout cas en Ukraine, et je crois que ça fait du bien. Et je pense que tous ceux de mon entourage, en tout cas, qui entendent ça, ont décidé de vraiment faire un effort pour l'Ukraine. Je crois que là, il y a vraiment un travail de communication qui est très important. Je le disais il y a un instant en échangeant un peu avant cette interview. C'est tellement important, je trouve, d'amener chez nous, en tout cas, des informations qui ne sont pas uniquement des informations militaires. Malheureusement, nos journalistes relatent beaucoup, beaucoup trop des informations militaires dans leur émissions qu'ils font. Oui, c'est l'actualité, évidemment, on la comprend. Mais d'un autre côté, c'est tellement important nous rendions compte de tous les drames humains qu'il y a. Parce que c'est à travers ce côté humain qu'on peut mieux comprendre ce que les Ukrainiens vivent et qu'on peut mieux s'approcher d'eux aussi. Et je trouve que c'est très, très, très important et de les soutenir. Je crois qu'on ne soutient pas à long terme à travers des informations militaires. On peut soutenir à long terme à travers des informations sur l'humanité. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment qui doit être travaillé. Et c'est pour ça que c'est aussi cette question des 20 000 enfants me tient beaucoup à cœur. Non seulement parce que je trouve qu'on a l'obligation par rapport à eux de faire quelque chose, on ne peut pas les oublier. Mais d'un autre côté, ça touche aussi toutes les mamans et les papas de savoir que si ça devait leur arriver en Belgique aussi, mais c'est pour eux, certains m'ont dit, mais c'est la fin de ma vie. Voilà. Et brusquement, ils sont confrontés à cette réalité et ils en prennent toute la mesure, la dimension. C'est très, très important. Et je pense que là, il y a un très gros effort à faire avec les Ukrainiens et avec nous en Belgique et en France et dans ces pays-là pour vraiment sensibiliser la population à ce qui se vit réellement sur le terrain. Donc, un voyage en Ukraine, c'est jamais zéro risque, n'est-ce pas? Donc, est-ce que votre entourage réagit de la sorte? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux d'y aller. Est-ce que vous avez peur parfois, notamment à Kharkiv? J'imagine que vous avez au moins entendu quelques explosions, surtout la nuit. Oui. Je veux dire que peut-être que là, la vie m'a donné, à travers justement l'expérience de la montagne, où on est beaucoup confronté à ses propres peurs, parce qu'au début, il y a le vertige, et parfois il y a 300 mètres, 500 mètres de dénivelé en dessous de soi, un trou énorme, et on est là au-dessus, en disant « si on tombe, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, j'ai eu la chance dans ma vie peut-être d'être confronté très souvent à la peur, ou d'avoir dû trouver le chemin de la dépasser. Et ne pas se laisser influencer par la peur, parce que je pense que la peur est toujours, toujours mauvaise conseillère. Quand je regarde ma vie derrière moi, au fond, peut-être que je regrette 2 décisions à un moment donné que j'ai dû prendre dans les années lointaines. Mais au fond, quand j'y réfléchis, pourquoi j'ai pris ces décisions? C'est parce qu'il y avait de la peur. Et je pense que la peur, c'est un piège terrible dans la vie et que donc, si on peut s'en écarter. Et à travers les expériences que j'ai eues de vie, je dirais, surtout en montagne, où confronté à la peur, j'ai pu la dépasser. Et quand je me trouve à Kharkiv ou dans quelque part un autre endroit, au fond, j'ai toujours fait le choix de partir avec des gens compétents. Et j'ai toujours eu le sentiment de partir avec des gens compétents. Et dans cette compétence, pour moi, il y a une transmission de confiance qui se fait. Et puis on est avec eux, et donc la peur, elle n'existe pratiquement pas, parce que voilà, on sait qu'on est dans des bons, avec des personnes qui sont compétentes, qui sont professionnelles, qui connaissent les choses. Eh bien voilà, on s'en remet à elles. Donc voilà, on peut toujours contrôler sa peur et puis maîtriser. C'est humain que d'avoir peur, n'est-ce pas? Mais c'est aussi humain de pouvoir la maîtriser, puis d'être maître de sa peur. C'est peut-être tout à fait intéressant, cette expérience du montagne que vous racontez, parce que c'est un lien avec ce danger qui est là permanent. À la vie en Ukraine, en même temps, on traverse une période extrêmement difficile de cette guerre, parce que la guerre, elle dure... La grande guerre, je veux dire, la grande invasion russe depuis bientôt 3 ans, donc février 2022. Depuis février 2022, la guerre devient lente et puis la guerre devient très dangereuse, parce qu'avec les partis pris politiques, notamment du côté américain, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce que vous, quand vous parlez
aux gens autour de vous en Belgique, est-ce que vous sentez qu'il y a cet engagement européen qui se renforce, ou au contraire qu'il y a cette lassitude et cette indifférence qui s'installe plutôt? Plutôt, je ne dirais pas le mot plutôt, parce que je crois que les deux se présentent l'un et l'autre. Je pense que chez certaines personnes, il y a peut-être la lassitude. Oui, c'est vrai, il faudrait trouver à la combattre à travers, je dis, plus d'humanité. Je dois dire que personnellement, nous sommes préoccupés aujourd'hui parce que je crois qu'on peut construire notre monde à travers des valeurs. Et les valeurs, ça ne peut pas être ni la force écrasante, ni l'argent. Et on a un peu le sentiment que les dirigeants américains tombent aujourd'hui, c'est l'actualité d'aujourd'hui, dans une vision qui est qui est réduite, qui est très réductrice, et on ne voit plus que par le côté argent l'évolution, la construction de notre monde. Je pense que si nous construisons notre monde à travers uniquement ce côté argent, notre monde va au désastre. Enfin, c'est ma conviction personnelle. Je crois qu'il faut y avoir d'autres valeurs qui doivent vraiment venir se greffer là-dessus. Et donc, oui, une certaine inquiétude de notre côté, certainement. Et puis, un regret aussi, mais voilà, il faut réagir par rapport à ce regret. C'est que certainement, on s'est leurré. Nous nous sommes leurrés parce que nous sommes responsables de ça, à travers, lorsque l'Union soviétique s'est écrasée et qu'il y a eu l'explosion de son territoire géographique, à un moment donné, on a beaucoup parlé des dividendes de la paix, et au fond, cette expression est terrible parce qu'on a cru qu'on pouvait totalement désarmer, ou pour grande partie désarmer. Or, je crois que ça, pour moi, les deux critères importants, et je crois qu'à côté de l'argent qui peut-être ne peut pas être tout à fait absent, mais il y a d'abord cette notion de respect qui est très importante. Ce respect, et on ne peut vivre en paix que s'il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis des autres communautés qui ne sont pas toujours de son côté, mais d'avoir ce respect-là, c'est absolument essentiel, et de se préparer également à être suffisamment armé, parce que la dissuasion est aujourd'hui une réalité qu'on doit tenir et que nous avons failli en Europe à travers un manque de lucidité au niveau de cette dissuasion. Merci beaucoup Philippe pour cet entretien et surtout pour votre soutien à la cause ukrainienne et votre solidarité avec l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Philippe Stroubant, président de la fondation d'utilité publique qui s'appelle Salus Sanguinis. La fondation existe au sein de l'Université catholique du Levant depuis 1975. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.